Oui, donc le sida était très important, si je puis dire. Le sida et l'Afrique, évidemment, étaient très importants, puisque j'étais à l'initiative avec des collègues de colloques sur le sida en Afrique francophone, disons dans le monde francophone. Donc c'était quand même des événements importants à Abidjan d'un côté et au Sénégal de l'autre. Et au Sénégal, c'était un colloque international avec des personnalités très importantes. On a fait ça avec le Codestria, qui est un institut international d'études africaines, mais africain, je veux dire, donc avec des chercheurs africains qui couvrent l'ensemble de l'Afrique, du Maghreb à l'Afrique du Sud. Et donc, on a fait ça en partenariat, si vous voulez. Donc, c'était quelque chose de très important, avec des publications à la clé. Vivre et penser le sida en Afrique. J'ai, grâce à un collègue formidable, un Français, Charles Becker, qui a édité tout cela, fait un travail d'édition tout à fait important. Donc, c'était un moment. Et puis, pour moi, c'était aussi... alors, bien sûr, je suis en même temps directeur du Centre d'études africaines, mais je suis sollicité aussi à l'époque par des structures. Alors, c'est l'Agence nationale de recherche sur le sida qui se crée en France. Donc je participe il y a un comité sur les sciences sociales et donc je suis membre de ça. Donc je suis pris dans des affaires, je veux dire, non pas administratives, mais où on évalue, on juge, on choisit, je participe aux décisions, si vous voulez, aussi. Donc, de même que j'avais créé cette action incitative Sciences sociales et SIDA, où j'ai permis à des jeunes chercheurs de travailler là-dessus. Donc, c'est une affaire collective où j'ai pris un rôle important dans cette histoire et où pas mal de... Et comme j'étais en même temps directeur d'études, Didier Fassin et moi, on a inscrit des étudiants en thèse sur le sujet, sur le sida, etc. Donc c'est tout un ensemble d'activités, si vous voulez, à la fois d'enseignement, d'administration, d'animation et de recherche personnelle. Voilà, mais c'est tout un ensemble de choses. Et après, je suis membre du Conseil national du sida. J'ai aussi une grande amie qui est Françoise Héritier, qui devient la présidente du Conseil national du sida. Françoise Héritier a été longtemps la compagne de Marc Auger, par ailleurs, grand anthropologue, qui a travaillé au Burkina Faso et qui est professeur au Collège de France, etc. Donc une personnalité très importante, et donc que j'associe au colloque que j'organise. Françoise Héritier vient, il y a une photo que je vous ai envoyée où je suis à côté d'elle, etc. Elle est là. Et donc c'est une période où il y a beaucoup de monde, si vous voulez, où il y a des personnages, des personnalités, il y a de l'organisation, je suis membre aussi d'Arcade Sida, qui est une association, il y a ACTOP, Aide et Arcade Sida, qui s'occupent des problèmes des migrants. Et encore, je fais partie, même encore maintenant, de quelque chose qui relève de ça avec les migrants en France, par rapport non seulement au sida, mais au Covid. Donc voilà. Donc c'est des choses qui ont été des travaux d'animation, si vous voulez, ou d'expertise, comme on dirait. Vous voyez, on est là pour votre expertise. Voilà. Autant qu'on peut le faire. Et donc c'est des années très importantes. Et avec des publications, des articles, et donc un approfondissement pour moi de ce qu'est le monde des épidémies aussi. Donc, et je fréquente aussi, du coup, la médecine, les épidémios, je me suis fait aussi des amis dans ce monde-là. Je me suis fait parfois quelques ennemis aussi, parce que de temps en temps je fais de la critique, etc. Je me souviens d'un fameux incident
Abidjan avec un épidémio, enfin bref. Mais bon, je fréquente ce monde. Et donc, j'ai commencé à le fréquenter avec la Tripano, je continue à le fréquenter avec le sida, et ça s'est poursuivi ensuite avec Ebola un peu, parce que j'ai aussi travaillé un peu sur Ebola. Donc il y a une sorte de bagage qui se constitue autour de ça, autour du monde des épidémies, qui se fait au fil du temps. En même temps, je fais autre chose. Hein. Je m'intéresse encore une fois au pentecôtisme, aux relations de la France et de l'Afrique, etc. Voilà. Donc il y a d'autres choses qui se font, mais ça a été un moment important et ça allait encore un petit peu, hein, puisque je m'intéresse au Covid, même si je ne fais pas de terrain particulièrement, mais il y a plein de choses qui m'évoquent d'autres choses que j'ai connues avant. Voilà, donc, alors peut-être que, en effet, dans ces années 90, il y a, mais là, c'est affaire de circonstances. C'est encore une fois Marc Auger, qui avait un ami éditeur chez Flammarion. Flammarion dit à Marc Auger, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait faire un livre sur la France et l'Afrique, sur la relation de la France avec l'Afrique? Marc pense à moi. Pourquoi il pense à moi? Alors, il se trouve qu'en effet, probablement, parce que c'est un travail d'historien, si vous voulez, la relation de la France avec l'Afrique. Ce n'est pas un travail d'anthropologue. Alors, bien sûr, comme j'avais fait beaucoup d'archives, donc j'avais un pied dans les archives, j'avais un pied dans l'histoire, en quelque sorte, pourquoi pas. Mais c'était parce que, en effet, la Côte d'Ivoire avait joué un rôle fondamental dans tout ça. Et si vous voulez, avoir eu une histoire, comme je l'ai eu en Côte d'Ivoire, longue, en quelque sorte, avec ce que j'avais pu apprendre d'Oufouette, Boigny, mes liens avec Baïbo, etc., tout ça j'avais un point de vue, si vous voulez, anthropologique sur ce lien. Je me souviendrai toujours, j'avais vu François Mitterrand en 82, peu après son élection en France, arriver, bien sûr, il faisait une tournée africaine, évidemment, très vite après. Hein. Et j'avais été sur le boulevard Giscard d'Estaing à Abidjan, ça ne s'invente pas. Boulevard Giscard d'Estaing à Abidjan, arrivé François Mitterrand, qui allait bientôt avoir son avenue François Mitterrand après, et Houphouët dans une décapotable, vous savez, chacun avec un chapeau, parce qu'il y avait un soleil assez... Voilà, et François Mitterrand. Donc, vous voyez, et puis je vais à l'enterrement de Houphouët, et où toute la Ve République y est allée, toute la Ve, de gauche et de droite, est allée à Yamoussoukro. Donc voilà, donc j'avais des biscuits, si vous voulez. Voilà, c'est ça, j'avais des biscuits, au moins à la fois d'observation, d'intuition aussi, des choses comme ça. Alors, donc, bien sûr, comme Marc me propose ça, j'ai dit OK, je signe un contrat, etc. Donc je mets du temps à écrire ce livre, hein, parce que quand même, il a fallu que je lise pas mal de choses. Par ailleurs, il y a des bouquins d'histoire, pour le coup, de tous ceux qui ont écrit sur la France et l'Afrique. Et il y en a eu à l'époque. Voilà, donc je n'ai pas tout lu du reste. En plus, il y avait de la littérature anglophone, tout ça. Donc je me suis quand même documenté. Si vous voulez, je ne suis pas parti que du point de vue de l'ivoirologue, en quelque sorte, parlant de Donc j'ai travaillé, j'ai lu, et je me suis lancé dans ce livre qui a été plaisant à faire, là aussi, plaisir de... Parce qu'il y a un récit. Il y a un récit, il y a une espèce d'intrigue que je mène tout au long. Alors je commence par les funérailles d'Houphouët, le bouquin, donc avant de remonter, une sorte de comment dirais-je, de focale, d'entrée sur les funérailles. J'étais tombé sur un texte de Hannah Arendt qui avait dit que les Français, différemment des autres colonisateurs, avaient traité leurs colonisés en frères et en sujets. Donc c'est d'elle, frères et sujets.
Donc, bien sûr, j'avais là quasiment un titre et j'avais surtout, il y avait une intuition de Hannah Arendt que je trouvais très juste. Et donc, du coup, j'illustre ça. C'est-à-dire que je fais un travail qui consiste à dire, en effet, les Français les ont traités en frères et en sujets. Et le mot frère prend un sens très, très précis, c'est le frère franc-maçon. C'est-à-dire que, au fond, la franc-maçonnerie a été la ligne, si vous voulez, qui a traversé depuis l'époque saint-louisienne, où il y a eu les premières loges. Et ceux qui ont été proches de la France étaient des francs-macs. Et donc le premier grand député africain, 1914, qui est un député africain, Blaise Diagne, sénégalais, est un franc-maçon. Voilà, j'avais donc un fil riche, si vous voulez, que j'ai développé. Alors, à la fois frère et camarade, puisque le PCF aussi a joué un rôle, le Parti communiste a joué à un moment donné un rôle très important dans les années 43-44, c'est-à-dire même avant la libération, et où Houphouët a été d'ailleurs lié à cette histoire. Houphouët a été apparenté au Parti communiste, son parti a été apparenté, donc il y a toute une histoire PCF de la France-Afrique, si vous voulez, très intéressante. Donc, si vous voulez, on pourrait dire frère, camarade et sujet, si vous voulez. Hein, voilà, bon, j'ai dit frère et sujet, ça suffisait. Et donc, du coup, j'ai fait ce livre avec grand plaisir, documenté autant que possible. Et puis là-dessus, j'obtiens un prix d'Académie française. Et donc, l'année suivante, et d'ailleurs, je suis persuadé que ce prix, je l'ai obtenu parce que c'est les francs-maçons qui ont poussé au truc. Persuadé de ça. C'est pas, je me suis persuadé de ça. Un jour, écoutez, c'est bien simple, je reçois un coup de fil de l'ambassadeur du Sénégal en France, un certain Diop. Il me dit, Monsieur Dozon, je suis l'ambassadeur, bonjour. Il me dit, écoutez, préparez-vous, hein, vous allez avoir une bonne nouvelle. Alors, j'ai failli avoir celui du prix des ambassadeurs avant. Parce que vous savez, il y a une grande réunion des ambassadeurs, et il y a toujours un prix. Donc j'avais été sélectionné pour... Et puis je ne l'ai pas eu. Mais à mon avis, il y a eu des militants qui étaient des francs-maçons pour... voilà. C'est comme ça que j'interprète. En tout cas, je me suis retrouvé sous la coupole, parce que le jour de la remise, que j'ai eu un prix où comment dirais-je, il y a un discours qui vous est fait, enfin il y a plusieurs prix, hein, il n'y a pas que celui-là, mais il y a quelqu'un qui prend la parole et qui évoque votre parcours en 5 minutes, hein, c'est pas très long, et qui évoque, et puis voilà, donc j'étais là sous la coupole, et voilà, c'était un grand moment, évidemment, vous êtes quand même ému de vous retrouver sous la coupole. L'Académie française, c'est quand même assez curieux, mais enfin bon, c'est comme ça. Ma mère était déjà morte, malheureusement, elle est morte en 2003, le prix a été en 2004, mais ça aurait été, où mon père était déjà mort avant. Voilà. Bref, en tout cas, donc ça m'a valu ça, très bien, très content, mais enfin bon, voilà, donc bien sûr, si c'était à refaire, il y aurait peut-être ce livre mériterait d'être recorrigé par certains côtés, mais bon, voilà. La cause des prophètes, non, il est voilà. Alors c'est un livre qui s'est fait comme ça, je veux dire, j'avais rien prémédité, moi-même, vous voyez, c'est vraiment Marc qui est intervenu encore dans cette histoire, Marc Auger, c'est lui qui a été l'intermédiaire entre moi et la maison d'édition. Voilà, donc. Alors après, il y a eu, j'ai bien sûr les terrains, comment dirais-je, les terrains s'amenuisent, c'est-à-dire que bien sûr, il y a d'abord l'âge arrive, j'ai des tâches administratives, des tâches d'enseignement, etc. Donc, les années 2000, alors je ne vais plus en Côte d'Ivoire.
Donc il y a la période où j'arrête d'aller en Côte d'Ivoire, qui est 2002. Donc, et donc, et je n'y vais plus parce que, bon, c'est vrai que très vite, au moment de la crise en Côte d'Ivoire, dès la crise en 2000, hein, dès le coup d'État, soit c'est le ministère des Affaires étrangères qui m'appelle, soit c'est... Voilà, donc, bah, après c'est la presse, c'est des journalistes, etc. Je me laisse un peu prendre d'ailleurs là-dedans. On se laisse prendre, hein, dans cette... hein, c'est pas... Surtout, j'avais pas une expérience riche de ces trucs-là, donc au fil du temps, on apprend. Mais à la télé, c'est pas évident du tout. Donc, mais je suis... puis j'écris des textes aussi, hein, des articles, donc critiques sur l'ivoirité en particulier, etc. Donc je suis critique à l'égard du pouvoir en place, et donc ça va être le pouvoir de Gbagbo et de Simone. Donc du coup, on me conseille de ne plus aller en Côte d'Ivoire. Je veux dire, on me conseille, voilà, donc je suis... là, vous voyez, pour quelqu'un qui a été un Ivoirien, ou quasiment, vous voyez, je ne vais plus en Côte d'Ivoire, sous les conseils d'amis ivoiriens, évidemment. Mais écoute, Jean-Pierre, c'est pas la peine, d'autant plus qu'il y a quand même eu des gens qui ont été tués, hein, en Côte d'Ivoire. Il y a des journalistes qui ont été tués, français. Il y a Kiefer, que je connaissais, qui était un journaliste qui avait remonté la filière cacao, qui s'est fait assassiner. Le corps a été... On n'a jamais retrouvé le corps, etc. Donc il y avait du danger. Non, ce n'était pas une affaire simple. Donc voilà, donc je ne vais plus en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Bien sûr, je suis l'actualité de près de ce qui se passe. J'y retournerai en 2012 ou 2013 pour un colloque, voilà, à l'époque d'Alassane Ouattara. Donc, bon, j'y suis retourné ces dernières années, hein, de temps en temps, mais là je fais plus de terrain, je suis invité soit à un colloque, soit à une thèse, on m'invite comme membre d'un jury de thèse, enfin bref. Puis beaucoup de mes amis ivoiriens sont morts, donc c'est vraiment aussi vraiment une difficulté. Et puis, donc du coup, je trouve un autre terrain, en quelque sorte, où je me dis quand même, tu peux encore en faire. Et donc, un jour, je fais une conférence, on m'invite à faire, suite à Frères et Sujets d'ailleurs, une conférence à Dakar et une conférence à Saint-Louis. Et donc je fais une conférence voilà, liée sur les relations de la France et de l'Afrique à Dakar, à l'université à Dakar et à Saint-Louis, à l'Institut français de Saint-Louis. Et puis là-bas, c'est un pays où j'étais allé hein, à plusieurs reprises, que je connaissais un peu, j'avais fait quelques archives à Dakar, tout ça, que je connaissais. Et puis, à Saint-Louis, une collègue à moi qui était sur place, qui était l'épouse d'une Canadienne anglaise, qui elle-même travaillait sur les pentecôtismes, voilà, c'est ça. Elle me dit, Jean-Pierre, tu sais, c'est intéressant, tu devrais travailler sur les mourides, parce qu'il se passe des choses intéressantes, tout ça. Moi qui n'avais plus de terrain, bah, je me dis, pourquoi pas, voilà, donc c'est une suggestion, là. Bon, j'étais à la fois à l'école des hautes études, mais je gardais mon statut à l'Orstom, à l'IRD. Donc je pouvais avoir encore des crédits, vous savez, de recherche, des missions. Donc j'avais encore la possibilité de partir en mission, pas par le Centre d'études africaines, mais par l'Orstom voilà. Donc je décide de travailler sur les mourides, sur lesquels il y avait déjà une littérature tout à fait importante. Hein. Des collègues à moi avaient travaillé, comme Jean Copan, sur les mourides dans les années 60. Enfin, il y avait toute une littérature. Les mourides étaient une confrérie musulmane très importante hein, en Côte d'Ivoire, mais qui visiblement prenait de plus en plus d'ampleur. Pendant longtemps, elle avait été considérée comme une confrérie de seconde zone. C'était une autre confrérie musulmane qui l'emportait pendant longtemps, la Tidjania, c'est une très vieille confrérie. La Mouridia, comme on disait, est une confrérie qui s'est créée au XXe siècle, véritablement récente, avec l'histoire coloniale elle-même, et donc mais qui connaissait un développement incroyable, avec en particulier la cité sainte de Touba,
qui est une cité sainte, mais qui devient une véritable agglomération, qui aujourd'hui est la deuxième agglomération du pays, c'est-à-dire 1 million d'habitants, tout bas. Donc, si vous voulez, je me suis dit, là, Coucou, si je puis dire, il y a matière, d'autant plus qu'il y avait de la littérature, donc on pouvait lire ce qui avait été écrit par les collègues, mais s'intéresser à d'autres trucs. Donc voilà, donc je commence à faire des enquêtes, j'ai un collaborateur qui est avec moi, donc ça se passe plutôt bien, mais je fais ça, je fais des enquêtes, je fais des missions de terrain pas très longues, hein, de 3 semaines, hein. Un mois, c'est un pays que je connaissais avant, donc du coup, il y a une sorte de familiarité. Étrangement, là aussi, il y a un effet de l'âge, parce que là, je commence à avoir un peu de la bouteille, et donc du coup, j'ai un rapport au terrain différent. C'est-à-dire que je joue la carte aussi de l'âge. Et c'est-à-dire que quand j'étais non seulement débutant mais jeune, j'avais 24 ans et on est un peu, voilà, on est à la fois. Voilà. Là, j'ai un certain âge qui fait que ceux que j'enquête souvent sont plus jeunes que moi, etc. Donc ça compte. Et je suis professeur, voilà, donc je joue la carte, surtout auprès des autorités de la Moedia, c'était plutôt assez rentable ce genre de truc, d'une certaine autorité moi-même, c'est-à-dire autorité à la fois d'âge et autorité professorale, etc. Donc, donc du coup, j'ai un rapport au terrain qui fait que et surtout, il est léger, c'est-à-dire que je ne m'inquiète pas. C'est-à-dire que, bien sûr, ma carrière est un peu derrière, etc. Donc, c'est un terrain en plus, en quelque sorte. Donc, que je fais agréablement, sans problème, si vous voulez. S'il y a une difficulté, il y a une difficulté, c'est pas grave, etc. Donc, avant, ça m'aurait inquiété, ça m'aurait soucié, là, ça ne me souciait pas. Voilà. Donc, c'est des conditions de terrain autres. C'est quelque chose d'intéressant à vivre aussi, je dirais, indépendamment de la raconter. Et donc, et même quelquefois, une fois, j'ai eu un rapport problématique avec un marabout, donc une personnalité, qui, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, a voulu faire le malin devant ces talibés. Vous savez, on dit les talibans, mais il y a les talibés, c'est les disciples, hein. Et donc, devant les talibés qui étaient à plat ventre devant lui, et donc et il a voulu faire le malin. J'étais légèrement en retard, on s'était fixé un rendez-vous, etc. Il m'engueule, enfin, il me parle mal, etc. Il dit qu'est-ce que c'est que ça, vous savez, j'ai des rendez-vous, je suis très. Voilà, donc il m'engueule longtemps. C'est-à-dire que, bon, une fois ça va, deux fois, et puis à un moment donné, je dis écoutez, vous ne me parlez pas comme vous me parlez, ça ne va pas. Alors donc, je lui ai dit, écoutez, on doit avoir le même âge. 2, je vous ai demandé un rendez-vous, je suis arrivé en retard, je m'excuse. 2, vous m'aboyez dessus, ça ne va pas. Donc si vous voulez, vous savez ce qu'on va faire, je vais m'en aller. Puis on se reverra, si vous voulez. Voici ma carte. Il a été emmerdé, parce que ces talibés ne s'y attendaient pas. Parce qu'il a été humilié, j'ai inversé la donne. Et je suis parti réellement, parce qu'il m'a cavalé après ensuite, il me dit, bon, non, c'est pas comme ça, on fait pas comme ça. J'avais mon collaborateur qui était là, qui se demandait comment ça allait se passer, tout ça. Mais donc je raconte cette anecdote parce que elle est à la fois l'état d'âme dans lequel j'étais, mais le type était odieux, incontestablement. J'ai pas fait ça à chaque fois, mais voilà. Et d'ailleurs, le type, il avait une réputation terrible, hein, par ailleurs. Donc, c'était pas. Voilà. Donc j'ai fait ce terrain-là, mais je me suis principalement attaché à étudier la manière dont la Moedia occupait le terrain politique à travers la commémoration. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de commémorer. Et donc, ce sont des lieux de mémoire qu'elle investit en permanence, parce que son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, a été arrêté par les Français. Ça me rappelait les prophétismes.
ça me rappelait Harris, etc. Donc il y avait des rapports. Arrêté par les Français, envoyé en exil, etc., etc. Et donc de ça, ils en ont fait toute une série de commémorations de différents moments. Puis après, ils ont commémoré les premiers califes, parce qu'ils ont fait un califat, un véritable califat à Touba. Donc ils investissent l'espace et le temps sénégalais de manière extraordinaire. Et c'est, je veux dire, pendant le fameux Magal, on appelle ça le Magal de Touba, qui a lieu tous les ans, pendant une semaine, tout s'arrête au Sénégal. Tout s'arrête pendant une semaine. C'est mieux que un truc lié au prophète, je dirais directement, lié au prophète Mohammed. Donc c'est vraiment... et puis c'est une puissance économique, politique, mémorielle, et donc voilà. Donc ça a été pour moi, alors j'écris quelques textes, mais c'est aussi l'occasion pour moi d'avoir écrit un livre sur Saint-Louis. Alors j'en parlerai après. Voilà, donc parce que Saint-Louis est un lieu moride aussi, mais qui renoue avec mon histoire franco-africaine. Donc je vous expliquerai ça ensuite.